Messieurs, dames, bonsoir. 20h sur nos antennes, l'heure des infos avec Léa. Léa, bonsoir. Papis, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Afro Basket 2015, l'aventure continue de plus belle pour nos Lions. Le Sénégal passe l'obstacle de l'Algérie cet après-midi. Les demi-finales s'ouvrent aux Lions. Ils feront face au Nigeria en demi-finale. 75-58, c'est le score de ce quart de finale. Nous serons dans un petit moment en direct avec notre envoyé spécial à Tunis, Cheikh Tidiane Diao. Le procès du taximan de la passerelle a finalement connu son épilogue. Le procès s'est tenu ce matin au tribunal. 2 ans de prison ferme, dont 6 mois ferme. Ousseynou Diop sera privé de liberté pendant donc 6 mois. Vacances citoyennes 2015, le ministre de la Jeunesse a passé une après-midi pas du tout calme sur la route de Diana Malaray. Dans le sud, son cortège a essuyé des jets de pierre. Des jeunes mécontents ont brûlé des pneus. La police a procédé à des arrestations. Enfin, dossier santé aujourd'hui qui porte sur la canicule et ses effets sur les personnes âgées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous allons directement à Tunis pour retrouver notre reporter, Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Le Sénégal, encore une fois, s'en est bien sorti face à l'Algérie. Score 75-58, les Lions joueront les demi-finales de cet Afro-Basket. Oui, bonsoir Mohamed Papis Diao. Comme vous venez de le dire, donc les Lions qui s'offrent leur piqué pour les demi-finales de cet Afro-Basket 2015, un match facile, on peut le dire, puisque les Lions se sont rendus la tâche facile face au Phoenix d'Algérie, victoire 75-58. L'Algérie qui n'a fait illusion que pendant son quart-temps, et puis en milieu de deuxième quart-temps, les Algériens se sont effondrés. Le Sénégal a pris les devants pour ne plus lâcher. Donc ce match, les Lions qui ont fait montre d'une belle maîtrise aujourd'hui face à l'équipe d'Algérie. Même les joueurs nous ont dit que c'est leur match le plus abouti de cette compétition. Alors donc ça se confirme que les joueurs de Chersar montent petit à petit en puissance dans cette compétition et je pense qu'ils en auront bien besoin. Vous l'avez souligné également, des Lions qui vont rencontrer le Nigeria. Le Nigeria, un monstre du basket africain, on l'a vu dans cette compétition, c'est une équipe qui carbure à plus de 80 points par match avec énormément d'individualité. Mais Chersar quand même a sa petite idée pour venir à bout de cette équipe parce que les situations ne sont pas loin. Il y a 2 ans, le Sénégal, souvenez-vous, avait sorti le Nigeria en quart de finale de l'Afro-Basket 2013 à Abidjan. Le Nigeria était fort, très très fort même quand il affrontait le Sénégal. Mais ce jour-là, Chersar avait mis en place une stratégie défensive très très performante. Et je pense qu'il pense à la même chose pour ce match. Et puis je pense quand même on en a eu un petit aperçu dans ce match avec les Lions qui ont été vraiment très forts dans la raquette et empêché carrément cette équipe algérienne de scorer. Alors donc on peut dire que ça se présente bien pour le moment pour les Lions du Sénégal, puisqu'avec cette victoire également, le Sénégal se qualifie pour les préliminaires du tournoi pré-olympique de Rio. Et les 4 premiers donc, vont se qualifier pour ce tournoi pré-olympique, en objectif atteint donc, pour le Sénégal. Mais Chersar veut la première place, c'est-à-dire le ticket directement qualificatif pour les Jeux olympiques de Rio. Entendez par là le trophée final ici à Radès. Voilà, merci Cheikh Tidiane Diao, nos encouragements à nos Lions du Sénégal. Et nous en arrivons au procès du taximan avec ce rectificatif. Le délibéré est prévu à la date du 3 septembre prochain. Mais le procureur donc, a requis 2 ans de prison, dont 6 fermes. Ousseynou Diop avait reconnu les faits, Léa. Pour les avocats du chauffeur de taxi, les faits reprochés à leurs clients sont un délit non constitué. Retour sur cette journée de procès avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy.
Ousseynou Diop, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le célèbre chauffeur de taxi, auteur de cet acte, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le bonhomme dit regretter son acte et demande la clémence du tribunal. Une demande que le parquet ne semble pas entendre. Le procureur a requis une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, le versement d'une amende de 500 000 francs CFA et la suspension du permis de conduire pour 2 ans. Un réquisitoire sévère selon les avocats de la défense. L'agent judiciaire de l'État plaide pour une peine exemplaire. Maître Hassimouba, avocat du chauffeur de taxi, trouve que le geste de son client le lève d'un délit non constitué. Dans cette affaire, l'État du Sénégal et la Géroute se sont constitués partie civile. Après les plaidoiries des avocats, l'affaire est mise en délibéré le 3 septembre prochain. Le juge a une fois rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Ousseynou Diop. Après avoir bénéficié d'un long lieu dans l'affaire de l'étudiant Bassirou Faye, Tombon Wali et Saliou Ndao retrouvent leur liberté. Mais après le scandale, beaucoup se demandent si leur réintégration auprès de la police nationale se fera facilement. Maître Ibrahima Gueye, ancien commissaire de police et avocat à la Cour, nous rappelle les règles du droit de la fonction publique. Il soutient que l'autorité est tenue de procéder à leur réintégration, mais toutefois, il faut d'abord un certain nombre de procédures, nous dit Maître Barreau dans ce reportage signé Maimouna Ndiaye Modou Diop. Un agent de la police dans les liens de la détention verra sa mission suspendue, pas de salaire, une fois blanchi par le tribunal. Il a 1000 chances de réintégrer si aucune faute n'est retenue. Si le travailleur est mis aux arrêts sur la base d'une détention provisoire, comme c'était le cas, à ce moment-là, l'obstacle que constituait cette détention provisoire, évidemment, disparaît. Tombon Wali et Saliou Ndao attendent qu'une notification pour regagner les rangs de la police. Toute une procédure à suivre. Il faut d'abord que les intéressés fassent une requête au fait de réintégration qu'ils devront au préalable déposer au ministère de l'Intérieur, adressé au ministre de l'Intérieur, qui à son tour renvoie le dossier au directeur général de la police, qui à son tour également saisit la direction du personnel. Et maintenant, c'est une procédure qui va aller vite. À partir de ce moment, la police certainement va le réintégrer. Des conséquences, il n'en manque pas. Maître Barreau se désole, Maître Gueye rappelle. Voyez-vous ce que les conséquences d'une décision, d'une détention arbitraire peut faire sur le plan psychologique? Donc il va de sorte qu'il y a des conséquences. J'ai dit que tout à l'heure qu'il y avait des policiers qui ont eu maille à partir avec la justice à un certain moment et qui faisaient l'objet d'une détention. C'était au début des années 80. Et après leur élargissement de prison, alors l'autorité n'avait pas voulu les réintégrer. Et je me souviens, ce policier-là avait été en justice, et la Cour suprême, donc lui avait donné raison. Le Sénégal, toujours dans l'attente du vote du nouveau code de procédure pénale, ce projet de réforme prévoit l'indemnisation de victimes d'erreurs judiciaires. Nous en parlions dans le sommaire. Chaude journée à Diana Malari. Le cortège du ministre de la Jeunesse a essuyé des jets de pierre. Des jeunes ont brûlé des pneus, paralysant ainsi la circulation sur l'axe Sédhiou-Kolda. Les gendarmes ont lancé des grenades lacrymogènes aux manifestants. Bilan, 11 interpellations. Retour compte rendu de cette journée sous haute tension avec Bakary Kanté. Les jeunes de la commune de Diana-Malarine, très déterminés, ont barré l'axe Sédhiou-Kolda. Ils ont brûlé des pneus et toutes les boutiques ont été fermées. La circulation a été complètement paralysée sur cette route. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sédhiou se sont rendus sur les lieux. Il y a eu échange de pierres et de grenades lacrymogènes entre ces jeunes et les gendarmes de Sédhiou. La tension était très vive dans cette partie du Pakao. Le cortège du
ministre Mame Mbaye Niang a reçu des jets de pierre. Djanamalani réclame l'électricité, la haute tension. 11 jeunes ont été interpellés. Ces jeunes sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Sédhiou. La circulation a été bloquée plusieurs fois et pendant des heures. Une situation que déplorent les passagers et les transporteurs. Ces jeunes très en colère ont promis de remettre ça jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Et puis marche des populations de Keur Sambagay dans la commune de Fandène, dans la région de Thiès. Ils sont plus de 1000 propriétaires de maisons et de champs à être délogés. Leur collectif a tenu une marche de protestation. Ils demandent simplement l'effectivité de leur indemnisation, cher Antedio. Énième sortie des personnes affectées par le projet de l'autoroute à péage Ila Touba. Elles ont encore battu le macadam pour réclamer leur indemnisation. Selon le coordonnateur Mordiouf, les barèmes utilisés sont en deçà de ceux utilisés pour l'autoroute Dakar-Diamniadio. D'après les impenses, alors ils ont calculé avec des barèmes très archaïques, des barèmes très anciens. Et ce qu'on nous a proposé ne nous enchante pas. Alors c'est pourquoi nous organisons cette marche. Alors pour ne pas quand même être lésés. Mais bien sûr, nous avons saisi, c'est après avoir épuisé presque toutes les démarches au niveau de l'autorité locale, de l'agence Ageroute, que nous recusons d'ailleurs, parce que présentement, comme jusqu'à présent, depuis 9 mois, il ne peut pas quand même libérer l'emprise. Nous le recusons et nous affirmons ici son incapacité de pouvoir régler le problème. Ces propriétaires de maisons n'écartent pas l'idée de porter plainte contre l'État si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Si rien n'est fait, nous avons d'autres solutions à faire. Parce que parmi le collectif, n'oubliez pas quand même qu'il y a beaucoup de ressources humaines dans le collectif. Nous avons des juristes, nous avons tous les corps de métier. Alors maintenant, nous allons quand même saisir les tribunaux par les recours administratifs et peut-être même, disons, saisir la Cour suprême. Pour l'heure, les travaux sont en cours sur le site et beaucoup de concessions et de champs ont été déguerpis. Les syndicats déclarent la guerre au travail précaire, un phénomène qui ne cesse de s'accroître au Sénégal. Des syndicats qui ont donc décidé de battre campagne pour lutter contre ce fléau à travers une très grande mobilisation à la date du 4 septembre prochain avec l'ensemble des travailleurs. Reportage Fatou Bintou Konté. Le phénomène du travail précaire, caractérisé par la sous-traitance, le travail intérimaire ou bien le travail temporaire, commence à prendre de l'ampleur au Sénégal et devient de plus en plus inquiétant. Et nous avons recensé dans certaines de ces entreprises un nombre extraordinaire de travailleurs qui sont dans la précarité. Presque 3000 travailleurs qui occupent des postes principaux et permanents. Des postes principaux et permanents dans des entreprises. Ce qui dénote une violation du Code du travail et de ses décrets d'application. Des syndicats de travailleurs accusent l'État à travers ses services tels que l'inspection du travail d'amplifier ce phénomène. C'est vrai qu'on accuse l'État, les structures de l'État telles que l'inspection du travail parce que c'est l'inspection du travail qui a en charge le contrôle de l'application des textes juridiques sur les lieux de travail. Mais nous savons très bien aussi que cette structure étatique n'a pas les moyens nécessaires pour faire ce travail. Ils sont toujours cloîtrés peut-être entre leurs bureaux, en train de régler des conflits internes au niveau des inspections du travail. Ils se déplacent rarement par manque de moyens de transport. Une campagne nationale de lutte contre le travail précaire sera organisée par ces syndicats par une marche prévue le 4 septembre prochain. Nous comptons organiser une grande marche le vendredi 4 septembre à 15 h, où nous invitons l'ensemble des travailleurs qui sont dans des situations précaires, qui vivent des difficultés réelles au sein de ces entreprises. Inviter l'ensemble des travailleurs permanents à venir se solidariser à ces travailleurs, inviter les organisations syndicales professionnelles, inviter les centrales syndicales pour qu'ils s'approprient la lutte. Le travail précaire dénote d'une violation des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, un fléau à éradiquer.
Affaire de la cité Tobago, 6 sommés de quitter leur domicile. 6 familles sont toujours sur place et disent ne pas savoir donc où aller pour se reloger. Ces familles, Papy, s'affirment n'avoir reçu aucune proposition de relogement. Elles interpellent le chef de l'État afin de trouver une solution à ce problème. Plus d'explications avec Daouda Mbeng. Il est le président du collectif des victimes de la cité Tobago. Il est au micro de Papan Derifal. Qu'on reçoit une sommation, une date limite, et la date limite arrivée, tu n'as aucune solution. Ça signifie d'une façon ou d'une autre aller trouver où habiter. Ça me ramène, en tout cas au niveau de Dakar, à de la location. Je n'en ai plus les moyens. Donc je n'ai pas de solution. N'ayant pas de solution, je suis resté. Aucune offre nous a été faite jusqu'à présent. Nous voyons effectivement par voie de presse que le gouverneur est allé à Malika solliciter le maire de Malika pour un site devant pouvoir nous recaser. Peut-être ce qu'il faudrait, je pensais même que le gouverneur pouvait continuer jusqu'à Thiès, notamment au niveau de la ZAC de Thiès ou bien sur la route de Mbour. Parce que nous savons pertinemment qu'il y a des terres là-bas et qu'il n'a pas besoin de l'avis du maire pour pouvoir nous recaser sur ces terres. Une partie de l'hôpital Fann fortement affectée par les coupures d'électricité ces derniers jours. À l'origine, un câble de la Senelec endommagé, mais qui finalement a été réparé. Au centre Albert Royer, pour ne pas prendre de risques, les opérations chirurgicales sont suspendues le temps que l'un des groupes électrogènes reliés directement au service de chirurgie fonctionne correctement. Mme Biram Diouf. Presque 24 heures de coupure d'électricité entre mardi après-midi et le mercredi dû à une défectuosité de ce câble vétuste qui alimente une partie de l'hôpital Fann, notamment le service de pneumologie ou ici à la clinique des maladies infectieuses. C'est dur, c'est pas bon du tout pour le malade, surtout avec la chaleur qu'il fait. À Albert Royer, même calvaire. Ceux qui sont aux urgences en souffrent le plus. Ça ne nous arrange vraiment pas. Il faut nous aider. J'étais là surprise parce que c'est ma première fois quand même. Je ne m'attendais pas à cette coupure. Mais bon, ça va. C'est un hôpital, donc il faut toujours éviter, il peut y avoir des incidents, donc il faut éviter la coupure. Le centre hospitalier Albert Royer coupé de l'alimentation relié à ce poste. L'alternative, les groupes électrogènes, mais l'appareil devant assurer la chirurgie tombé en panne a entraîné l'arrêt provisoire des opérations. Le service de la chirurgie est resté dans le noir. Et en plus, le chef de service a déprogrammé toutes les opérations par mesure de sécurité. Parce qu'on ne peut pas opérer si on n'est pas sûr que le groupe, quand il y a coupé de courant, le groupe va prendre le relais. Donc ça a impacté carrément sur les soins au niveau de la chirurgie. Des opérations qui devraient reprendre d'ici 72 heures une fois que le groupe en panne est remis en marche. Le câble pouvant à tout moment péter, changer la pièce s'impose. C'est un câble qui date qui a fait plus de 35 ans, qui n'existe même plus dans le réseau de la Senelec. C'est un câble 6600 qui n'existe plus. Les agents de la Senelec l'ont confirmé. Et vraiment, il faut que le câble soit changé du poste de relais jusqu'au poste de Fann. Les démarches des autorités en écrivant à la Senelec, qu'est-ce qu'on a? Nous avons écrit à la Senelec, nous avons demandé écrit à la Senelec, au directeur général de la Senelec, par l'intermédiaire de l'hôpital de Fann. Ça fait un mois, donc ils n'ont pas encore répondu. On va encore écrire pour voir ce qui va se passer. À Albert Royer, la direction développe des stratégies pour faire face à toute situation pouvant affecter le bon fonctionnement du centre déjà en pleine rénovation. La campagne agricole de 2015 se porte ou se passe très bien. Dans la région de Kolda, la pluviométrie y est très bonne. Seule difficulté, l'absence d'engrais pour les riziculteurs. Abdoulaye Diallo.
La campagne agricole à Kolda est dominée par l'hivernage qui se caractérise par une forte pluviométrie, ce qui se traduit par des cumuls excédentaires dans les départements de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foulah. Par exemple, le poste pluviométrique de Saré Bidji, qui en 28 jours de pluie a enregistré 696 mm contre 435 mm en 23 jours pour l'année dernière à la même période. Concernant les activités agricoles, les opérations culturelles sont dominées par une généralisation des travaux d'entretien des parcelles, le repiquage du riz de bas-fond et l'épandage des engrais. Nous sommes en train de préparer pour semer le sésame et d'autres font les derniers semis de maïs. Le binage, le cerclage, il est loin. Les 90% des champs d'arachide sont vraiment propres. Mais le manque d'engrais urée inquiète les paysans de Kolda. On parle d'autosuffisance en riz et qu'en 2016, on espère faire les 800 000 tonnes et que le riz, il a plutôt besoin d'urée. Donc s'il n'y a pas urée pour les producteurs et productrices, il faut un fiasco. Il faut de la vérité à la personne. Donc les opérateurs qui ont l'urée n'ont qu'à tout faire, nous amener l'urée. Même s'il n'y a pas de triple 15. Mais si le riz a l'urée, il a tout. Donc le Sud n'a pas d'urée. Du point de vue du comportement des différentes variétés de culture, les premiers semis sont au stade épiaison, floraison, fécondation pour d'aucunes et floraison, fécondation pour d'autres. Du maïs de case en provenance de la Guinée-Bissau a fait son apparition dans le marché de Kolda. Le prix du sac de maïs en verre varie de 15 à 17 000 francs CFA. Dans le bassin de l'Anambé, où les producteurs de la FEPROBA ont battu cette année le record en emblavure, le riz ne souffre d'aucune attaque. Nous restons sur ce chapitre hivernage et on s'arrête à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où il ne fait pas bon vivre en ces temps qui courent. C'est l'avis des étudiants. Pour ceux qui vivent encore dans les pavillons de l'UCAD, les nuits sont perturbées par la présence de moustiques. À cela s'ajoute le stress des examens. Confidence de ces étudiants dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Moudou Diop. Étudier en période d'hivernage, chose pas facile, surtout logé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les conditions ne sont pas des meilleures. Présentement, c'est pas facile parce que durant l'hivernage là, avec les moustiques là, c'est trop fatigant. Parfois, on a envie de sortir pour apprendre dehors, mais avec les moustiques là, ça nous fatigue. Si on entre à l'intérieur aussi, avec la chaleur là, c'est trop fatigant quoi. Moi-même, la semaine passée, j'étais hospitalisé même dans le campus. Oui, j'ai fait... Hier aussi, j'étais passé dans la pharmacie pour acheter des médicaments. C'est un peu difficile, c'est trop difficile comme ça. Parce que l'université, en ce moment-là, avec l'hivernage, il y a beaucoup de problèmes liés au logement, problèmes liés au repas. Sincèrement, c'est pas facile. Oui, parce qu'il y a les conditions avec les restos, le logement, le transport, c'est pas facile quoi. La plupart d'entre ces étudiants sont en période d'examen. Le stress gagne les esprits. On est au dernier virage, vous savez, on est dans les périodes d'examen et que les étudiants feront tout pour s'en sortir. Mais avec les conditions, surtout ceux qui sont logés ici, ça va poser problème. Avec le stress, avec la période des examens, les gens n'ont pas la tête sur les épaules quoi. Sincèrement, c'est pas facile même. Ces étudiants souhaitent la révision du calendrier scolaire. Ce que nous souhaitons, que l'année soit normale, quoi. Qu'on revoie le système. Et puis si on débute les mois à octobre, qu'on termine fin juin, juillet, quoi. C'est ce qui devait nous arranger, quoi, parce que l'étudiant aussi doit avoir des vacances. L'année universitaire 2014-2015 tire à sa fin pour certains. Au niveau de l'UCAD, les quelques étudiants rencontrés n'ont plus la tête aux études. Ils souhaitent en finir et rejoindre leur région d'origine. L'actualité internationale en Afrique avec le retour raté de l'ancien chef de la junte militaire Dadis Camara. Nous irons également en Irak et en Autriche où des dizaines de migrants ont perdu la vie. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Mme Biram Diouf. Ces tentatives de rentrer au Bercail échouent, du moins celle entreprise mardi à bord d'un vol qui a été dérouté vers Accra. Moussa Dadis Camara, qui est finalement revenu sur ses pas dans sa villa de Ouagadougou, a décidé de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire selon son avocat. Et pour cause, le refus catégorique d'atterrissage que lui a opposé la Côte d'Ivoire où il devait transiter.
l'ex-chef de la junte militaire guinéenne inculpé pour complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures pour le massacre d'au moins 157 opposants à Conakry en 2009, pensait bénéficier de la libre circulation en vigueur. Découverte macabre en Autriche, un camion contenant des dizaines de migrants garés sur une aire de stationnement d'une autoroute dans l'est du pays a été retrouvé par la police. Il s'agit là d'un avertissement selon Angela Merkel, la chancelière allemande qui participait à un sommet de l'Union européenne pour voir comment contenir les migrants, a lancé un appel à ses pairs pour trouver une solution à cette crise. Et puis en Irak, 2 hauts gradés de l'armée ont péri jeudi, tués dans un attentat à la voiture piégée au nord de Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar. L'État islamique a revendiqué la tuerie causant la disparition des généraux Abdel Rahman Abou Majib et Safin Abdul Majid. Et nous parlons de football d'abord avec le trophée UEFA 2014-2015 remporté par Lionel Messi, sociétaire du FC Barcelone. Le trophée lui a été remis par le président de l'UEFA, Michel Platini. C'était en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions à Monaco. Près de 200 athlètes répartis en 19 disciplines engagées pour les Jeux africains de Brazza. La direction de la haute compétition et la délégation sénégalaise ont fait face à la presse. Selon la mission, des primes sont revues à la hausse. Un code de conduite mis en place pour éviter les incidents de Maputo en 2011. Compte rendu Pape Nderifal, Mohamed Dian. 187 athlètes représentent le Sénégal dans 19 disciplines sur les 22 en compétition aux Jeux africains de Brazzaville. La première délégation quitte Dakar ce 30 août. Le chef de mission rassure les athlètes sur les primes. Au départ de Dakar, tous les participants aux Jeux africains auront reçu ce que l'État leur doit en termes de motivation, d'indemnité journalière et d'indemnité de participation, en allant de la préparation à la fin de la compétition. Un code de conduite établi pour éviter les erreurs de Maputo en 2011. Le code de conduite qui a été édicté par aussi bien le comité olympique, entre le comité olympique et le ministère des Sports, je pense que c'est lié en partie à ce qui s'est passé à Maputo, parce qu'il ne faudrait pas que le Sénégal soit la risée des autres pays. Sinon, on dirait que le Sénégal n'apprend pas de ses erreurs. Une délégation de plus de 200 personnes composée d'athlètes, de membres du Comité national olympique sénégalais, du ministère des Sports. La question de la parité s'invite au débat, car seule une quarantaine de femmes font partie de cette délégation. Championnat du monde d'athlétisme de Pékin, le roi du sprint Usain Bolt remporte la finale du 200 mètres en 19 secondes et 55 centièmes devant l'américain Justin Gatlin et le sud-africain Anoso Jobodwana. Retour sur cette grande victoire avec Mamadou Ndiaye. Bolt a encore frappé. Incroyable, Usain Bolt légèrement devant Justin à la sortie du village. Le Jamaïcain a ensuite mis les bosses pour décrocher son 4e titre mondial consécutif sur les 200 mètres. Sa 10e médaille d'or en championnat du monde. Son chrono est de 10,55, le 10e de l'histoire comme sur 100 mètres. Justin Gatlin, 1974, se contente de l'argent. Le bronze revient au Sud-Africain Anoso Jobodwana, 19,87, record national. Et le dossier du jour à présent qui s'intéresse à l'été et aux fortes chaleurs difficilement supportables pour les personnes âgées. Agitation nocturne inhabituelle, vertige, trouble de la conscience, grande fatigue sont des signes d'alerte qui peuvent réveiller ou causer certaines maladies. Ainsi, l'on doit rigoureusement veiller sur ces personnes âgées. Et santé du jour, Mambiram Diouf, La période de canicule est toujours mal vécue par les personnes âgées parce que leurs capacités d'adaptation à la chaleur sont fortement diminuées. Cette grande vulnérabilité du sujet âgé est due au fait, bien sûr, de l'avancée en âge avec le vieillissement du système de thermorégulation, le vieillissement du système rénal qui perd sa capacité de concentration de dilution des urines et
certains médicaments, notamment les médicaments chez les sujets âgés pour traiter l'hypertension artérielle tels que les diurétiques, et surtout aussi le syndrome de fragilité qui fait que certaines personnes âgées atteintes d'hypertrophie de la prostate refusent ou bien prennent délibérément chez eux la décision de ne pas boire pour éviter d'avoir des troubles urinaires. Oui, avec la chaleur, ça ne dort pas. Je suis obligé d'utiliser le ventilateur presque 24/24 et puis ça ne peut pas marcher. Et puis il y a les moustiques encore. On oublie la fenêtre, alors la porte, alors c'est peur pour les bandits. Les ordonnances, tout le temps, ça peut demande sec. Des fois, c'est lui qui vient pour me citer des ordonnances. Partout, c'est des ordonnances. Beaucoup boire participe à garder l'équilibre thermique. Quel autre conseil, professeur? Les maladies peuvent s'aggraver, c'est souvent les maladies neurologiques, les maladies métaboliques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou les maladies rénales. Donc l'ensemble de ces maladies-là peuvent en tout cas se décompenser en cas de forte chaleur et donner des complications, le plus souvent les complications les classiques, c'est une infection urinaire, les infections pulmonaires. Il faut donc une bonne prise en charge du sujet âgé déjà dans l'entourage familial. Parce que am na moment yu muy tollu sori ko wóorul. Ce n'est pas sûr de laisser la personne âgée seule. C'est à nous de les assister, de leur apporter à boire, vérifier par exemple si le ventilo marche bien. En arriver au stade des coups de chaleur entraîne du coup beaucoup de complications. Ça commence par l'environnement de la personne âgée. Il faut que le sujet âgé évite de sortir pendant les périodes de forte chaleur, c'est-à-dire en fin de matinée ou vers 13h, 14h. Le matin, il faut ouvrir très tôt les volets pour essayer de rafraîchir la maison, parce que ça dépend si la maison est bien structurée, bien ventilée, avec la climatisation, avec des ventilateurs, ça ne pose pas de problème, mais ce n'est pas très souvent le cas. Et puis ensuite, aller, si ce n'est pas possible d'avoir une température fraîche à la maison, fréquenter les lieux publics au moins 3 heures dans la journée pour essayer de se refroidir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut jamais que la personne âgée attendre d'avoir soif pour boire. Les personnes âgées vulnérables aux fortes chaleurs, les populations devraient être très alertes pour leur assurer une bonne santé. C'est ce dossier qui referme cette édition, Léa. Merci Papis pour cette présentation. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Remettre les clés du plateau à Bouba.